Puis vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'avais envie de commencer cette émission avec le quatrain parfait de Jeanne d'Arc. Certes, nous ne sommes pas dans un jardin fleuri, mais nous ne sommes pas si mal dans les studios de votre radio préférée et en direct avec vous. Avril se termine, le joli mois de mai commence, et derrière la quiétude apparente d'un printemps gorgé de soleil, une guerre se trame. Pas la guerre d'Iran, ni celle d'Ukraine, il n'y a pas de mort, ni de fracas, mais cette guerre tranquille, inédite et pour autant très inquiétante. C'est une guerre de génération, et elle concerne tous les pays dits développés, tous les pays qui ont bénéficié du fameux État-providence et de son système de redistribution bâti comme une pyramide de Ponzi. On la croirait vieille comme le monde, cette guerre, sauf qu'elle ne consiste pas simplement pour les jeunes à dégager les vieux de leurs estrades ou à leur arracher leurs marocains des mains. Non, il y a toujours eu des Duhamel ou des Drucker pour s'accrocher jusqu'au bout à leur petit pouvoir. On est loin de la vieille rengaine du « c'était mieux avant », des regrets lancinants qui bruissent parmi les têtes grises depuis 30 siècles au moins, des envies d'autre chose autrement portées par la sève montante de jeunes puceaux. Non, là, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre froide où le silence des uns vient nourrir la frustration des autres. Une des premières fois de l'histoire qu'une génération sait qu'elle va vivre moins bien que la précédente et que la précédente s'en fout. C'est la guerre entre Nicolas qui paye d'un côté et Bernard et Chantal qui jouissent de l'autre. Et cette guerre, nous allons tenter de vous la conter aujourd'hui dans le journal de la Nouvelle Droite avec mes invités, Daoud Bouguezala, bien connu des lecteurs d'éléments pour ses excellents reportages et interviews. Bonjour Daoud. Bonjour François. Et puis Rodolphe Carte, dont la présence à l'écran de CNews ne doit pas faire oublier qu'il est avant tout journaliste et essayiste. Alors Rodolphe Carte, vous êtes l'auteur d'un livre sur ce conflit de génération que nous allons évoquer. Ce livre s'appelle « Heures et malheurs de Nicolas » aux éditions Perspectives Libres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? Alors, plusieurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que peut-être que le clivage générationnel, on peut déjà commencer à le nuancer en parlant qu'il y a aussi parfois des grandes familles. Je sais que Polémia a fait un dossier sur les grandes familles. François, tu viens de mentionner les Duhamel. Duhamel, c'est aussi une famille qui se perpétue. On voit à quel point c'est quasiment une petite caste au pouvoir médiatique en France. Et oui, j'ai essayé de revenir sur cette révolte des Nicolas Kipek, tu as très bien décrit, parce que justement, elle m'apparaissait déjà comme une révolte cyclique, en ce sens que le premier mandat d'Emmanuel Macron, on était vraiment au début des Gilets jaunes dans une révolte plus sociale, populaire, qui reprenait un petit peu le clivage bloc populaire, bloc élitaire théorisé par Jérôme Sainte-Marie. Et c'est vrai qu'avec ce mouvement de Nicolas Kipet, alors qu'il y a une révolution avortée, qui est une révolution qui n'a pas fait grand-chose pour finir. Rien n'a changé. Voilà, exactement. Et j'ai trouvé que mine de rien, il accompagnait un peu aussi une autre logique qu'on voit de plus en plus, peut-être le retour du bloc de gauche contre bloc de droite. Alors moi, je pense que c'est largement à nuancer, et d'ailleurs, je suis assez critique de ce retour pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra, je pense, dans cet entretien. Mais donc, on a souvent qualifié cette révolution numérique des Nicolas Kipet comme un gain de la bataille culturelle, en tout cas à droite. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Pour une fois, à droite, et nous on le sait justement dans nos colonnes avec éléments à quel point la bataille culturelle c'est justement de nos engagements, ou en tout cas c'est des choses sur lesquelles on est largement revenu dans nos revues. Et là on avait un mot qui était passé et qui avait touché au-delà de nos cercles, on va dire. Donc là, pour le coup, c'était intéressant d'analyser un peu cette bataille générationnelle, ou en tout cas cette bataille culturelle. Et donc oui, j'ai essayé de revenir un peu sur ce livre, pourquoi justement ça n'a pas débouché sur un mouvement d'ampleur, et pourquoi aujourd'hui on en parle relativement peu. Eh bien, merci Rodolphe Carte. Je crois que vous êtes également l'auteur d'un livre sur Jean-Luc Mélenchon. Oui. Est-ce que c'est un boomer, Jean-Luc Mélenchon ? Il est né en quelle année ? 51 ? Oui, exactement, 51 ans, il aura 76 ans. Il l'est pleinement, je me disais que le prénom était typique de cette génération. Il aura 76 ans l'année prochaine, donc à l'élection présidentielle, pour laquelle, sans surprise, il sera évidemment candidat. Oui, c'est un boomer. Sans surprise, mais il avait annoncé, moi je me souviens très bien, du soir du premier tour 2022 où il avait dit qu'il se retirait de la vie politique et pas qu'il se retirait, qu'il laissait la place à une nouvelle génération et que ce ne serait pas lui le candidat. Son livre de 2023, Faites mieux. C'était cette fameuse prise de parole où il dit à la fin, faites mieux, j'ai essayé. Mais
Alors par contre, là où il est boomer, peut-être, le fait que ce soit un apparatchik qui ait vécu toute sa vie de la politique, plutôt largement, on va dire, il est sénateur dès 86, etc., etc. En revanche, c'est quand même quelqu'un, et ça je pense que ça fait sa supériorité comparée à l'ensemble du monde politique, il a toujours eu, il n'empêche, une oreille attentive pour la jeunesse. Alors parfois, elle lui a servi pour faire un peu de la promotion de Lénine. Vous savez, promotion Lénine au sein de la gauche, c'est bien connu. On fait monter une partie de la jeunesse dans le parti pour s'opposer justement à des lignes divergentes qu'on peut avoir dans le parti. Lui, il s'en est notamment servi pour évincer les souverainistes après la présidentielle de 2017. Mais par contre, il a toujours essayé un peu de saisir le bruit de l'époque. Et ça, à mon avis, c'est quand même une avance qu'il a sur ses autres concurrents, notamment à gauche. C'est qu'il a toujours été, à l'écoute de la jeunesse. Il a fait des choses avec, il en a fait monter. C'est pour ça qu'il s'est entouré de véritables gardes prétoriennes autour de lui, parce que c'était des jeunes souvent qui lui devaient tout. Et là-dessus, il a toujours eu une intelligence et une utilisation stratégique et politique de la jeunesse. Alors, rappelez-nous le titre de ce livre qui est une réédition, une mise à jour en fait. Là, l'édition augmentée vient de sortir. Merci s'il y a des lecteurs qui m'écoutent pour ce petit succès. C'est un petit succès d'édition parce qu'on est une modeste maison d'édition, mais par contre, oui, c'est un petit succès. Et c'est vrai que là, on a l'édition augmentée où là, je reviens un peu plus en détail sur des faits qu'on a connus, donc la mort de Quentin Dorenc, les liens avec la Jeune Garde. Aussi avec ces nouvelles mairies, peut-être dont on parlera aussi, ces nouvelles mairies France Insoumise qui sont là aussi une bascule générationnelle quelque part. Et enfin, je voulais revenir aussi sur un aspect qui est peut-être sur lequel je n'avais pas insisté la fois précédente dans mon livre, c'est à quel point le mélanchonisme est un bolivarisme quelque part réinventé avec ce mélange détonnant à la fois du social, de la religion et aussi du conflit ethnoculturel, ou en tout cas qu'on retrouvait déjà dans le logiciel populiste sud-américain, notamment chez Chavez, alors avec ses formes beaucoup plus conservatrices, notamment sur la question sociétale. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon reprend un petit peu ce logiciel chavisme en l'agrémentant à la sauce française, on va dire. Eh bien, parfait. C'est aux éditions Perspective Libre également. Nouvelle librairie pour le Mélenchon. Nouvelle librairie pour Mélenchon, très bien. J'avais raison de poser la question. Bon, je vous le rappelle, vous êtes sur le journal de la Nouvelle Droite. Il est un peu plus de midi et nous sommes le 28 avril. Il fait très beau. Au sommaire de cette émission, la guerre des générations aura-t-elle lieu ? Et pour répondre à cette question, nous allons puiser naturellement dans les derniers numéros de la revue Éléments, mais en particulier ce dernier numéro. Et oui, on le voit un peu à l'écran, vous reconnaissez, j'imagine, notre chère Brigitte Bardot. Très jolie couverture. S'il vous plaît, allez en kiosque. Vous savez, les kiosques qui vont bientôt disparaître, peut-être. Ça fait partie des objets disparus qui seront traités dans nos colonnes, peut-être dans quelques années. Mais vraiment, c'est un acte militant aujourd'hui que d'acheter une revue, surtout une revue aussi travaillée, aussi fouillée. C'est un bimensuel. C'est ce qui permet d'avoir une vision de temps long. Et je crois que dans la rédaction, nous cherchons toujours à avoir un œil particulièrement original. J'en profite pour rappeler que c'est Xavier Aimant, le directeur de la rédaction du magazine, qui m'a fait l'honneur et la confiance aujourd'hui de me laisser présenter cette émission. Donc j'en profite pour le saluer. Alors, après le débat sur Nicolas Clipey, nous parlerons un petit peu des grands patrons. Est-ce qu'ils peuvent être patriotes ? Il y a eu récemment beaucoup, en fait, les grands patrons ont vraiment été mis à l'honneur. On a parlé beaucoup de Dassault, de Bruno, des prix cassés de l'essence par M. Pouyanné, on va parler aussi peut-être de l'historique de la famille Bouygues qui s'est toujours engagée en faveur de l'immigration. Et puis la rencontre récente entre Jordan Bardella, Marine Le Pen et une grande partie des patrons du CAC. Voilà, et puis on terminera l'émission avec l'œil d'élément. Les invités nous dévoileront leur coup de cœur ou leur fureur de la semaine avec un angle original et propre, je l'espère, à notre magazine. J'aimerais juste commencer par la polémique Grasset. Qu'est-ce qu'on en pense de la polémique Grasset ? J'ai l'impression que c'est un petit... on remue une allumette dans un verre d'eau très parisien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'un de vous veut parler de cette question ? C'est un peu le décalque du précédent débat qui va concerner peu ou prou toute la société française. Là, le petit microcosme Grasset, qu'on soit pour ou contre du côté de Bolloré ou du côté de Pierre Nora, j'ai l'impression que c'est en grande partie faussé, d'autant que quand on n'est pas dans le secret des dieux, on s'en tient aux différentes versions qui ont été déversées à la presse, donc je ne sais pas vraiment à quel sein me vouer. Enfin, je suis plutôt du côté de une espèce de troisième voie
l'édition Agone, des éditions Agone qui sont entre autres des éditeurs de George Orwell ont relayé une pétition qui prend un peu le parti d'en rire en relativisant tout ça, c'est-à-dire que Olivier Nora n'est pas un résistant quand on voit notamment la qualité de ce qu'il a publié ces dernières années, et Bolloré va vraisemblablement pas forcément libérer tout cela. Alors j'aurais plutôt des questions, des réponses. En fait, sur quoi a porté le casus belli ? Est-ce que c'était vraiment Boualem Sansal, comme voudrait le faire croire, le laisser penser à tort ou à raison une grande partie de l'Empire Bolloré? Est-ce que ça portait sur les performances économiques de Olivier Nora en tant qu'éditeur, hein, comme le suggère aussi la tribune de Bolloré, ou comme on l'a vu aussi dans des indiscrétions de presse, ou bien ça porterait sur un livre de l'intellectuel catholique conservateur Nicolas Dia, poussé par Bolloré, un des proches de Bolloré, que Olivier Nora aurait refusé de publier. Et la question que je me pose, qui est une question subsidiaire, c'est-à-dire que avec tous les défauts, tous les manquements, les lacunes d'Olivier Nora que Bolloré souligne dans sa tribune, si par hasard il avait consenti à publier ce projet de Bolloré, est-ce qu'il serait encore en place ? Très bonne question. Je rejoins assez largement cette position. Rodolphe Carte, vous avez un mot à ajouter sur cette polémique ? On peut déjà peut-être mentionner les deux tribunes aussi de notre confrère Pascal Ménadier, justement, qui est quand même l'ancien directeur de la rédaction d'Éléments. Un ancien de la Maison, avec des articles. Alors c'est assez intéressant parce que une partie justement du landerneau parisien, c'est offusqué du ton polémique, pamphlétaire. Moi je trouve qu'il est plutôt bon et même judicieux. Ses articles sont très bien écrits. Alors on va dire que je suis pas objectif, peut-être, mais en tout cas c'est vrai que c'est important d'avoir une verve aussi, et peut-être qu'à l'heure de l'IA, c'est justement le fait de développer encore des styles, on va dire, comme ça, pamphlétaires, qui nous permettent encore de nous intéresser à l'écrit. Ensuite, il y a cette fameuse boucle WhatsApp qui a été, dévoilée. Alors, assez intéressant, c'est qu'on a un peu tous les médias centraux, notamment de gauche, qui se sont offusqués de ces manières, alors qu'on sait qu'elles sont plutôt légion de l'autre bord. Donc, j'ai envie de dire un partout la balle au centre. Ensuite, stratégiquement, le texte de Bolloré, il est plutôt aussi assez futé. Le fait de pointer du doigt une caste médiatique parisienne, on sait à quel point c'est, ça crée un mouvement de répulsion pour la part du grand public vis-à-vis du monde de l'édition. D'ailleurs, le monde de l'édition, quand on le connaît, on sait à quel point c'est un monde fermé, de cercles concentriques, de relations, où il est très difficile d'y pénétrer. Puis une fois qu'on y pénètre, on doit un peu rendre hommage, ne pas, dévier d'une ligne ou de pas dévier de certains concepts. Donc oui, c'est intéressant de voir un peu ce remue-ménage. Alors comme l'a très bien dit Daoud, peut-être derrière, ça a permis aussi à tout le monde de partir en se serrant la main, alors d'une manière un peu extravagante, mais peut-être que ça rendait grâce un peu à tout le monde aussi. Et ensuite, on peut revenir enfin sur la liste des signataires, là aussi, qui a un peu un inventaire à la Prévert de personnalités. Je crois qu'il y a il y a la famille Enthoven, en tout cas on retrouve aussi Virginie Despentes, des personnalités Bec BD. Donc là ça a été beaucoup d'auteurs que personne ne connaît, personne n'a jamais lu. Il y a quand même des gens qui ont eu des prix qui sont connus, Slimani, Galfay, je sais pas ce qu'ils valent. J'ai découvert comme ça qu'il y avait autant d'auteurs. Mais je me pose une question, est-ce que derrière, que ce soit la cause ou la conséquence de l'affaire, il n'y a pas un divorce Bolloré-BHL en fait ? C'est fort possible, hein. Non mais... Moi, je sais pas, j'ai une impression étrange sur cette affaire. Je rejoins un peu Daoud. Surtout que, par exemple, d'anciens... Certains d'anciens comme Nathan Dever par exemple avaient fait une partie de leur carrière justement dans le groupe Bolloré, et Caroline Fourest a commencé par Caroline Fourest aussi, qui était protégée il y a encore peu. Alors je me méfie comme de la peste de tout ce qu'elle dit, connaissant sa rigueur intellectuelle et son honnêteté proverbiale, notamment qu'il la voyait traiter de primitifs tous les opposants à la loi Taubira en 2013. Je m'en méfie comme de la peste. Et où voulais-je en venir ? Donc il y a derrière, il y a un divorce dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants entre BHL et Bolloré. Et alors ce qui m'inquiète un peu sur le plan éditorial, mais ça c'est plus en tant que journaliste et lecteur, notre ami Pascal qui a beaucoup de talent et qui a mis sa verve, son humour au service
de ces derniers articles, lorsqu'il parle de l'alliance de la gauche Kouachi avec Despentes et de la droite cocaïnomane avec Becbédé, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, Virginie Despentes a rapidement fait oublier ces panégyriques des frères Kouachi dès janvier 2015. Les gens ont la mémoire courte, y compris ceux qui l'invitent en plateau comme Yann Barthès. Après, je ne partage pas forcément son optimisme sur la liberté qui s'ouvre devant Grasset, puisque quand on voit ce qui est devenu en partie Fayard, c'est un peu inquiétant. Et d'un autre côté, alors je ménage toujours la chèvre et le chou, faut pas oublier que Grasset était passé en moins d'un siècle de Paul Morand à Arthur. C'est vrai que c'est... Merci. Et autre sujet, on fait un peu d'actualité avant le grand thème de l'émission sur Nicolas Clipey, mais Boualem Sansal, ses propos sur la France, est-ce qu'ils sont indécents ou est-ce que, comme certains le défendent en disant mais il s'attaquait seulement à cette fameuse caste que l'on vient d'évoquer. C'est pour ça que je trace le fil. Qu'est-ce que vous en pensez, Rodolphe Cart ? Moi, oui, j'ai été plutôt dérangé. Alors pour rappel, donc, il a dit, je ne sais plus quels étaient les termes exacts, mais j'en ai marre de la France. En gros, dès que je peux, je me barre, sachant qu'il a été élu à l'Académie française, qu'il a été... Et puis la France, c'est fini. Il est revenu dessus très dernièrement, là. Il vient de revenir dessus. Je pense qu'il a réalisé que les propos étaient un peu amènes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, quel est votre avis sur la question, Rodolphe Cart ? Oui, alors le militant politique qui sommeille en moi, quand je vois une personnalité attaquée par la gauche, j'évite, de remettre une pièce dans le jukebox. C'est un petit réflexe militant. Il n'empêche... comme tu l'as très bien dit, François, il revient sur, un peu cette omerta, ou en tout cas les attaques de la part un peu de la même caste Grasset. D'ailleurs, certains messages de la boucle WhatsApp qui ont été révélés revenaient sur le cas de Boualem Sansal. Mais là, moi, directement, j'ai pensé quelque part à une partie de la France dont on parle dans Crépol aussi quelque part, cette France souvent périphérique, blanche, qui est obligée par moyens financiers insuffisants de côtoyer, on va dire, une partie des effets de la mondialisation via l'immigration, etc., etc. Et donc, quand monsieur Boualem Sansal dit justement qu'il va pouvoir partir, parce que je pense qu'aujourd'hui, je le connais pas personnellement, mais je pense qu'il a les moyens financiers, en tout cas, pour choisir un lieu d'habitation. Je crois qu'il a mentionné potentiellement la Suisse ou la Belgique. Moi, je pensais quelque part aux autres populations françaises souvent assignées à résidence par contrainte économique et qui, elles, n'ont pas le choix. Alors, je sais que peut-être la pression du monde médiatique, culturel, quand on vit dedans, une ostracisation, etc., ça peut être difficile à vivre. En revanche, comparé au quotidien, j'ai envie de dire, du français moyen qui est obligé de se coltiner la cohabitation parfois avec des populations qui lui sont majoritairement hostiles, là, peut-être il y avait moyen de relativiser. J'avais pas du tout pensé à ça, donc c'est intéressant. Moi, c'est mon premier mouvement, en réalité, au-delà de toute considération. C'est vraiment la première chose qui m'est arrivée, et c'est pour ça que parfois, un peu les lamentations, et même à droite, on peut se mettre dedans vis-à-vis de certains effets. Je pense qu'il faut toujours revenir quand même à ces personnes qui sont, dans le dur. Et d'ailleurs, je pense que le livre de François sur le racisme anti-blanc revient bien aussi sur ces logiques où on subit. On essaie de s'en sortir. Dès qu'on a un peu de pécule, on part. C'est le fameux white flight. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas justement white flight. Et d'ailleurs, là, je viens d'y penser, ça me fait aussi, et pour finir mon propos, un peu, ça me fait penser justement au propos dans Soumission du héros de Houellebecq. Oui, tout à fait. Sa copine est israélienne, je crois, et lui, justement, elle dit la vie en France est invivable, moi je vais rentrer et faire mon alia en Israël. Et le héros de Houellebecq dit moi je n'ai pas d'Israël, mon Israël, quelque part, c'est la France et c'est ici, donc je n'ai pas d'autre lieu où aller. Donc moi, c'est le premier mouvement vers lequel je suis allé devant cette information. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite anecdote là-dessus. Cette héroïne justement d'origine juive dans Soumission, en fait j'ai connu le modèle réel. Qui était une fréquentation de Michel Houellebecq. C'est très drôle parce qu'elle a fait une grande carrière dans l'édition alors qu'elle n'avait jamais vu, elle ne connaissait pas Houellebecq juste avant de le rencontrer. Et en fait, elle avait, l'anecdote est marrante, Michel Houellebecq, donc ça devait être en 2012 ou 2013, avait donné une conférence à la FNAC de la rue de Rennes. Il avait trouvé en arrivant un téléphone qui appartenait à cette fille qu'il avait oublié. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est comme ça qu'elle a découvert Michel Houellebecq et qu'elle l'a lu. Donc elle a fait une grande carrière dans l'édition, comme quoi
carrières dans l'édition sont souvent étonnantes. Elle n'a pas tourné de film avec Michel Houellebecq? Non, je ne crois pas. D'accord, je ne crois pas, mais c'est toujours amusant de voir la petite histoire derrière la grande. Alors justement, ces gens qui ne peuvent pas partir, ces gens qui sont... Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue, Daoud Bouguezzala, à Romans-sur-Isère? Vous nous avez offert un magnifique reportage, une chronique de la partition française. C'est le titre de ce reportage-là. J'ai eu beaucoup de compliments. Il a beaucoup marqué, il a beaucoup peiné, il a beaucoup inquiété. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu à Romans-sur-Isère? Ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé, du moins, Romans-sur-Isère, en fait, c'est un petit peu l'incarnation de la partition française en acte, puisqu'il y a eu une série de faits divers qu'on connaît, mais qui sont en fait des symptômes, des montées de fièvre, sans jamais les minorer. Et vous avez d'un côté, alors très schématiquement, je simplifie, mais c'est ça, vous avez un quartier entièrement maghrébin qui s'appelle La Monnaie, qui est, typiquement, j'y étais en plus pendant le Ramadan, donc c'est facile à observer. Pendant la journée, vous n'avez pas un commerce de bouche ouvert, vous avez un contrôle social constant. Et pas simplement autour des normes islamiques, parce qu'il y a aussi une zone de trafic. C'est-à-dire que dès que vous avez le malheur, d'ailleurs, comme je le raconte dans le reportage, ne serait-ce que j'étais cornaqué par un chaperon, donc j'étais dans une voiture protégée la première fois que j'y suis allé, et discrètement, j'essaye d'être discret, j'essaye de prendre les bâtiments en photo avec mon portable par la fenêtre de la voiture, et en 30 secondes, un type de 30-40 ans vient m'accoster en me disant « Vous n'avez pas le droit ». Apparemment, dans cette zone qu'on croit au trafic, certains sont très à cheval sur les principes et un certain droit. Non, vous n'avez pas le droit. Bon, ils croyaient que je filmais, donc je me suis tout de suite défendu. Non, je filme pas. Voilà. Et il se trouve, vous avez cette partie-là sur laquelle je reviendrai, La Monnaie. Vous avez un centre-ville tout à fait déserté. Qui est découpé en deux, le centre-ville moderne avec des boutiques qui ressemblent un petit peu à qui sont en grande partie franchisées, assez morts, assez laids, et vous avez un centre-ville historique qui est aussi un mélange de patrimoine magnifique, Renaissance, notamment un patrimoine catholique avec ce qui doit être une abbatiale, je ne sais plus, et tout un tas de vacances commerciales. Et il y a notamment le théâtre. En fait, c'est aussi un lieu de consommation de drogue et de trafic. Alors, c'est un peu plus souterrain, ça ne se voit pas forcément. Il y a eu des affaires, notamment des Airbnb récemment, des journalistes locaux m'ont raconté. Et quelques semaines avant ma venue, un mineur de 14 ans a provoqué une fusillade liée au trafic de drogue. C'est quand même fou de voir l'âge des agents de trafic de drogue qui baisse. Et comme je le raconte au début du reportage, un des spectacles qui m'a été donné de voir dans cette ville où, comme je l'écris, même les rues sentent leur enfermer. C'est une impression un peu subjective que j'ai eue. Ça m'a été donné justement un soir donc de Ramadan, de rupture de jeûne au quartier de La Monnaie, où là, vous avez les deux cafés ouverts, un dominante algérienne, un dominante marocaine. Et vous avez deux, trois jeunes cagoulés pour éviter les caméras de télésurveillance qui font du rodéo, donc qui empoisonnent la vie de leurs voisins, mais personne ne leur dit rien. Et vous avez une sorte de vivre ensemble à l'échelle micro-locale, endogame, qui se met en place, parce que vous pouvez croiser des salafistes en camis sans tenue, qui serrent la main, qui voisinent avec des jeunes qui fument un pétard, personne ne vient chapitrer l'autre. Là, pour ce qui est du respect des normes, ça passe encore. Et alors, ce qui est très oppressant, je trouve, il se trouve que j'étais venu aussi, je suis retourné dans ce quartier qui est à 20 minutes de marche du centre-ville de Romans. Il devait y avoir la projection d'un film d'une association d'extrême gauche qui fait du travail social. Donc j'étais curieux de voir dans le centre social ce que ça a donné. Manque de chance, quand j'arrive, on m'explique que c'est reporté sine-die cette projection, puisque la veille au soir, il y a eu des échauffourées avec la police municipale, donc il y a eu des locaux brûlés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est vraiment sympathique. Mais le spectacle, le vrai spectacle, c'est que vous avez une bande de jeunes, comme dirait Renaud, mais 20 très jeunes, préadolescents, qui sont là comme un essaim de frelons. Dès que vous arrivez, vous êtes extérieur. Et donc je leur demande, alors, la projection est annulée, où est
comment on appelle ça, dans une EMJC, là, celui qui s'occupe de tout, et il m'explique, mais vous êtes qui, vous venez d'où? Je dis rien, surtout pas que je suis journaliste. Surtout pas les mots. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Oui, ils sont plutôt terre et peuple, de tempérament. Et donc, dès lors, donc je vais voir le travailleur social qui m'explique, ah non, désolé, ça sera reporté dans quelques semaines, donc je repars. Et là, dès que vous repartez, vous avez l'essaim de frelons, les préados qui demandent, c'est qui? En fait, c'est fou de voir ce contrôle social, mais on est presque dans du Michel Foucault à l'échelle, de manière presque spontanée, microscopique, qui se met en place. Et en fait, ça crée des structures oppressives, d'autant que j'ai eu la chance de rencontrer un jeune marocain qui s'est converti au christianisme, évidemment dans le plus grand secret, puisque quand on vit là-bas, c'est pas facile. Et il m'a raconté qu'il a même été menacé par des... Alors on voit vraiment l'ère de la mondialisation, ce que ça. Il a été menacé par des Algériens qui sont venus le voir, qui sont venus sur place, et il a été obligé de sonner l'alerte, d'appeler comment on appelle ça, la DCRI, je crois. Qui avait appris qu'il s'était converti. Oui, parce qu'il était un petit peu trop voyant sur les réseaux sociaux, et donc voilà, ça pardonne pas. C'est effrayant. Et alors, j'ai découvert avec votre reportage, donc Romans-sur-Isère, c'est une ville de 33 000 habitants, hein, c'est là, le long du Rhône, il me semble, dans la vallée du Rhône. Oui, qui est en fait dans la très grande agglomération de Valence, hein, qui est entre Valence et Grenoble. Et c'était des jeunes de Romans-sur-Isère qui sont venus tuer le jeune Thomas à Crépol. Oui. Ils venaient de la cité de la Monnaie. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'au sens large, oui, certains venaient de la cité de la Monnaie, n'y habitaient pas forcément. Alors, je crois qu'il y en a 2 sur 9 de mémoire, hein. Je cite un journaliste local qui m'a raconté l'affaire. Et il se trouve que, je l'évoque un petit peu à mots couverts, un des cafés de la Monnaie, le patron a un fils qui est impliqué dans cette affaire, qui est encore incarcéré. Il se trouve qu'il y a une omerta, on ne sait toujours pas l'auteur du coup de couteau fatal ne s'est toujours pas dénoncé, et donc je sais, quand je parlais de contrôle social, qu'il y a aussi il y a des frictions pour pousser la famille à se dénoncer, voilà. Et c'était à l'origine un lieu aussi d'affrontement meurtrier entre huguenots et catholiques. Donc en fait, il y a une tradition de partition. Il y a tout un livre très intéressant d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur le carnaval de Romans-sur-Isère qui, en effet, alors je me souviens plus la date exacte que je donne. 1580. Bravo. En 1580 a donné lieu à un affrontement qui est évidemment entre huguenots et catholiques. À l'époque, il y avait aussi un petit côté social. Hein. C'est passionnant. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, j'en parle à la fin, c'est que le livre de Leroy-Ladurie, qui a dû sortir en 79, lors de sa tournée de promotion, en fait, ça a ravivé la tradition du carnaval à Romans, et qui a redémarré donc il y a à peu près 40-50 ans. Et en fait, après une phase de pause, ça a repris, et notamment, c'est un événement assez fédérateur, hein, sans rien nier des tensions que j'évoque. Je le décris à la fin de l'article, puisqu'à la fin de mon séjour, j'ai vu, vous avez aussi, c'est un des rares événements qui fédère aussi bien des femmes voilées que la France périphérique plus traditionnelle, plus blanche, etc. Et comme spectateur, évidemment. Alors, cette année, c'était sous le signe de la Chine. C'est là qu'on voit le grand globi-boulga identitaire. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont fusionné la vieille tradition carnavalesque locale avec le nouvel an chinois. Je crois voir d'ailleurs que autant le blackface est interdit, mais j'ai l'impression que alors je me suis fait tout à fait cette réflexion. Oui, se grimer en asiatique, c'est ça. N'a pas l'air du je tout, me suis dit, avec de la poudre de riz ou je ne sais quoi, oui. Je pense que les associations sont beaucoup moins revendicatrices. C'est fascinant. Hein. Oui. Et pour conclure, vous gardez espoir tout de même, ou vous pensez que nous nous dirigeons, avec l'exemple de Romans-sur-Isère, vers une nouvelle guerre de religion, guerre civile, partition, peu importe? Qu'est-ce qu'a été votre impression en quittant Romans-sur-Isère? En quittant Romans-sur-Isère, j'étais bien content de partir. Mais il se trouve qu'entre-temps, je suis allé dans une autre ville moyenne bien plus apaisée où il fait bon vivre, et vous avez quand même des signaux faibles qui vont dans la mauvaise direction. La partition n'est pas aussi affirmée, heureusement, loin de là, mais c'était plutôt du côté de la Vendée. Et là aussi, il y a quelques petits rodéos urbains, Est-ce que c'est Cholet?
Oui, mais il ne faut pas le dire parce que... non, mais c'est pas grave. Ce sera publié dans un ou deux numéros. Non, mais je ménage un suspense tout à fait artificiel. Abonnez-vous à Éléments. Voilà, donc, en fait, je me demande, c'est-à-dire que même la France qui va relativement bien aujourd'hui d'un point de vue anthropologique, je demande à voir où ça en sera dans 10-20 ans. C'est peut-être mon côté pessimiste qui parle. Et vous, Rodolphe Kartz, quel est votre avis, partition ? Votre expérience des villes moyennes, justement, est-ce que ce reportage vous a parlé et est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir ? Est-ce qu'il reste une chance de fédérer la population française ? Oui, compliqué. Autour de quoi ? Alors, Daoud revient sur cette fête, ce carnaval un peu bricolé, si je comprends bien. Donc oui, c'est un peu le sentiment qu'on a dorénavant quand on visite aussi les villes moyennes. Moi, j'ai la chance d'être pas mal invité pour faire des conférences un peu partout en France. C'est vrai que souvent, on revient sur les exemples caricaturaux, que ce soit Grenoble, Bordeaux, Paris, quoique Paris est au final peut-être une des villes les plus préservées, je trouve, parmi les grandes villes. Le centre-ville de Paris est très homogène. Et même moi qui ai habité justement dans un quartier, on va dire, sous surveillance, parce que j'ai fait mes études à Lyon, j'étais à Lyon 3 et j'habitais quartier de la Guillotière à l'époque, métro Saxe-Gambetta, rue Sébastien-Guiffre. Donc vous voyez, j'ai vraiment habité là-bas. Et c'est vrai que par exemple, je peux le dire, mon boucher était c'était une boucherie halal, parce que j'avais que ça autour de moi, j'étais étudiant, j'avais peu d'argent. Donc j'allais à la boucherie. En bas de chez moi, même chose. Il y avait aussi les cafés. Et là, pour le coup, il y a vraiment une homogénéité très masculine. Intéressant, par contre, aussi, ce que mentionne Daoud, c'est aussi les clivages. La nouvelle France qu'on théorise souvent, ou en tout cas que Jean-Luc Mélenchon vante à tort et à travers, et justement, elle n'est pas si homogène que ça aussi en son interne. Vous en souvenez, c'était les échauffourées qu'on avait connues à Dijon, il me semble, entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine, qui s'étaient au final rassemblés autour, je crois, des imams des communautés respectives. Donc c'est intéressant de voir aussi ce nouveau droit, ces nouvelles zones de contrôle. Alors, par exemple, moi, quand j'habitais à la Guillotière, c'est vrai qu'il y avait une relative indifférence à ma personne en réalité. Je peux le dire, je ne vais pas surjouer une insécurité qu'il y a sûrement si j'avais été une fille ou alors s'ils avaient vu que mon profil n'était pas résident. Parce que comme l'a aussi très bien mentionné Daoud, il y a à chaque fois le « d'où viens-tu » ? Oui. Et d'ailleurs, c'était une trend. Alors, une trend, je sais qu'ici, il ne faut pas prendre d'anglicisme. Une tendance. Une tendance, exactement, sur les réseaux sociaux où les jeunes se mettaient en situation d'où viens-tu ? Et c'est intéressant de voir cette construction identitaire. Et on sait à quel point, parfois, en Ile-de-France, peut y avoir des affrontements entre quartiers où il y a vraiment une reprise identitaire. Tu viens de quel quartier, etc. Et c'est intéressant de voir aussi, le contrôle social, à quel point il se déploie dans ces zones. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, quand je fais mes conférences, je vais dans des villes moyennes, un peu moins grosses, par exemple Limoges, etc., qui sont un peu plus grands qu'une ville de 30 000 habitants. Et là, on voit justement les phénomènes qu'on connaissait dans les grands centres urbains il y a quelques décennies, voire quelques années. Aujourd'hui, être dans ces grandes villes, dans ces villes moyennes. Donc on voit justement une diffusion. On est à toute vitesse, y compris dans les villages. Ouais. C'est là où Paris d'ailleurs est à l'opposé de la marche française. Il faut imaginer en 1988, il y avait seulement, c'est facile à retenir comme chiffre, 33%, un tiers de cadres dans la métropole parisienne, vraiment le centre-ville parisien. Aujourd'hui, c'est plus des 2 tiers. C'est-à-dire que paradoxalement, le cœur de ce pays qui prône la diversité, le globalisme, etc., n'a jamais été aussi homogène. C'est les fameux phénomènes de gentrification. Et même, je crois que François Bousquet, dans son dernier livre, Salban, revient largement sur, ces techniques qu'on connaît bien, d'évitement de la carte scolaire, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai conservé une partie de mes amis qui sont des amis de collège, qui sont des macronistes un peu de droite. Et c'est intéressant parce que justement... on peut quelque part des fois un peu les déboussoler ou un peu les déséquilibrer quand on leur dit mais ton mode de vie indique que tu es quelqu'un de droite. Alors eux vont jurer main sur le cœur qu'ils ne sont pas, les fameuses croyances de luxe qu'on connaît bien aussi d'une partie de cette classe CSP+, que tu mentionnes François. Mais c'est vrai que par contre dans leur mode de vie, d'ailleurs il suffit de se balader dans l'hypercentre parisien ou même dans le Marais, pas on va dire idéologique mais plutôt dans le Marais plus sympathique on va dire
qui mangent un peu sur le 11, là on voit des populations très homogènes. Allez vous balader le week-end, vous allez voir c'est 90% de blancs entre guillemets. Donc c'est intéressant de voir ces logiques inconscientes ou alors qui veulent peut-être pas assumer, où on voit que leur lieu de vacances, leur lieu d'établissement scolaire pour leurs enfants, leur lieu d'habitation, en tout cas toujours de manière inconsciente, vise des stratégies d'évitement plus ou moins assumées. Oui. Un séparatisme silencieux. Et puis on l'a entendu aussi, notamment à l'occasion des municipales, à la bouche de Bali Bakayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, tout un discours anti-gentrificateur qui évidemment qui se veut social, mais ça trompe personne. Il y a quand même un ressort ethno-culturel un peu sous-jacent, et ça m'a fait penser, puisque vous évoquiez tous les deux Paris, il y a quelques années, j'avais effectué un reportage pour Marianne dans une petite enclave du 18e arrondissement, qui est une petite enclave de logements sociaux au milieu du Boboland, et la mairie de Paris a eu la bonne idée pour promouvoir en acte le vivre ensemble, de faire côtoyer des producteurs de musique, bobos blancs, schématiquement, avec ces logements sociaux. Et en fait, ce que disaient les jeunes des logements sociaux autour, c'est de dire, mais on est chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces bobos qui nous envahissent ? Déjà que la goutte d'or est de petit à petit bouffée par les commerces hors de prix, ces bobos blancs, et vraiment, ils nous envahissent. Il y a un discours très identitaire, localiste, pour le coup, tout à fait assumé. Et d'ailleurs, ils s'en prenaient, en fait, à ceux qui prennent pour des bourgeois. Ben non, c'est des gens... des intellectuels, enfin des petites mains précaires du tertiaire. Enfin, c'est l'édition musicale comme l'édition tout court, c'est pas forcément un discours, un secteur florissant aujourd'hui. Et c'est drôle de voir à quel point, y compris dans des associations de quartier, par exemple de mères de famille, vers la porte de Clignancourt, elles peuvent subir cette insécurité culturelle ou physique, mais il y a toujours cette barrière de la culture de gauche, ce surmoi qui va censurer, en fait, le fait faut pas faire le jeu de qui vous savez, donc faut pas le crier trop fort. Eh bien, une France divisée, une France archipélisée, une France en partition, et puis malheureusement, on va être obligé d'évoquer un de ces symptômes de partition, qui est le conflit générationnel entre, en particulier, la génération du baby-boom, donc celle qui est née entre 45, disons, après la guerre. Le baby-boom, en réalité, commence même pendant la guerre. Étonnamment, les gens ont recommencé à faire des enfants en 1942. Alors que on vivait une effroyable boucherie en Europe, et qui sont nés jusqu'aux années, on dit généralement 60 ou 65, tout dépend de ce que l'on retient. Et puis la génération des Nicolas. Voilà, alors Nicolas, on va en parler bien sûr, mais je crois que Nicolas, l'année où le prénom a été le plus donné, ça devait être 1990, quelque chose comme ça. Oui, c'est de 80 à 90, il me semble. Voilà, Jérôme Fourquet avait fait des études pour montrer que c'était vraiment un marqueur d'une génération, et que c'était cette génération qui arrivait justement après les baby-boomers, ou en tout cas qui était enfant de cette génération, et donc quelque part qu'attendait aujourd'hui, qu'entre, on va dire, 35 et 50 ans, là je brasse large, mais qu'attend un peu que papa ou maman calanche, pour prendre un mot un peu voilà, pour justement toucher l'héritage tout simplement, parce qu'on sait justement, c'est un des enjeux des années à venir, avec la disparition de la génération baby-boomer, largement propriétaire, etc., qu'une large partie du patrimoine immobilier, notamment français, va être remis justement sur le marché. 9 000 milliards d'euros. D'ailleurs, il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès très intéressante que j'ai parcourue sur ce sujet. Ça va être le plus grand transfert de patrimoine et de valeur jamais effectué, il me semble, au moins dans l'histoire de France. Et d'ailleurs, ce qui donne une idée aussi du ressentiment et de la société inégalitaire dans laquelle on est arrivé, c'est que en quelques décennies, je vous le cite de mémoire, on est passé pour le patrimoine de 5% du PIB, dans le poids du patrimoine, à plus de 20%. J'entendais il y a quelques semaines un expert de Jean Jaurès dire « Attention, avec ce transfert qui va être formidable, ça va aussi créer une forme de frustration, de ressentiment. » Alors aujourd'hui, il peut y avoir une colère horizontale entre les générations, éventuellement des tensions, mais ça pourrait, verticale, pardon, ça pourrait déboucher sur une colère plus horizontale entre ceux qui ont du bien, qui en ont hérité de leurs parents baby-boomers, et ceux qui sont un peu moins bien lotis. Surtout dans une France où le travail paye de moins en moins. Oui, où le poids de l'héritage pèsera de plus en plus, et ça peut être aussi un motif
de révolte, parce que révolution, c'est un peu un grand mot qu'on utilise une fois de plus à tort et à travers. En revanche, là où il y a peut-être une indication dans les années à venir intéressante, c'est que si au 19e siècle, on était dans un phénomène d'ascension justement des classes moyennes au pouvoir politique, à la propriété, à une certaine aisance matérielle, on voit aujourd'hui qu'on est dans un mouvement, j'ai envie de dire, inverse. Et c'est pour ça que c'est une de mes petites marottes, quelque part, le contrat social sur lequel s'est constitué les sociétés européennes au 19e siècle, sociétés productives, classe moyenne montante, circulation des élites avec la bourgeoisie qui va venir remplacer petit à petit l'aristocratie, population relativement homogène, on va dire. En tout cas, on savait ce qu'était un Français, à peu près, un Allemand, etc. Même si je sais que ça a créé aussi quelques soubresauts au XXe siècle, les querelles, on va dire, identitaires. Mais par contre, là, on se rend compte que le nouveau contrat social sur lequel on doit peut-être faire rebâtir nos nations européennes après l'immigration de masse, etc., on voit qu'aujourd'hui, peut-être, le déclassement de la classe moyenne va faire naître aussi quelque chose de nouveau. En tout cas, ça, c'est une de mes prémonitions. Et c'est pour ça que je revenais sur le fait qu'à mon avis, Nicolas Quipet ne répondait pas à cet enjeu, qui est vraiment un enjeu qui dépasse largement la simple querelle politique ou générationnelle. Parce que moi, j'ai toujours aussi tendance un peu à me méfier à la mise au pinacle des confrontations horizontales. Des fois, ça ne permet pas de s'en prendre, je veux dire, aux vraies, ou en tout cas aux vraies personnalités qui nous ont mis en sens. Et là, c'est vraiment des logiques structurelles qui courent depuis des décennies plutôt. Alors on a l'impression que ça n'est pas manipulé, hein, ce conflit de génération. Parce qu'il y a eu le cas récemment sur X, donc d'un compte Bernard et Chantal qui parodie donc la génération des boomers égoïstes qui ne s'occupent pas de ses petits-enfants, qui se plaint des impôts qu'ils ont à payer alors qu'ils ont 3 résidences, une à Arcachon, une je sais plus où, mais et où ils passent l'entièreté de leurs vacances et ils ne laissent rien à leurs enfants et petits-enfants. Et je crois quelques jours après la création de ce compte, la fréquentation a explosé. Il a été suivi par des dizaines de milliers de personnes. Donc on sent qu'il y a tout de même une vraie lassitude, une vraie frustration de, j'allais dire, notre génération. Nous, à cette table, on doit être entre 30 et 45 ans dans ces eaux-là, qui se dit tout de même, mais quand est-ce que les pouvoirs publics vont agir ? Et ma question est là, c'est pourquoi est-ce que, justement, le pouvoir en place ne s'empare pas de cette question ? C'est-à-dire que le déséquilibre est de plus en plus important. Il y a un graphique, une étude qui est sortie récemment, on voit l'effet de la redistribution. Le pays entier, malheureusement, ne profite pas de cette redistribution. Les seuls qui en profitent réellement, ce sont les retraités. Et on continue comme ça. Alors, pourquoi ? Comment expliquer, en fait, l'immobilisme sur la question ? Tout d'abord, il y a un or gris. Je ne sais plus qui a théorisé cette expression. Oui, c'est le fameux or gris électoral. En tout cas, on sait justement qu'une partie des élections, la période présidentielle déjoue un petit peu, parce que là, c'est vraiment l'élection où tout le monde va voter, ou en tout cas, on rééquilibre un peu les scores. Mais dans les autres élections, on sait que majoritairement, c'est un électorat plutôt âgé, un peu type baby boomer, comme tu as dit, qui va voter, parce qu'il s'intéresse. Mais là aussi, ça fait naître peut-être quelque chose aussi d'inédit dans les années à venir. C'est un choc de dépolitisation. Mettons que par exemple le choc de dépolitisation. Expliquez-nous. On le sait. Ce qui est intéressant, c'est que cette révolte des Nicolas Quipet, moi je l'ai aussi perçue comme une révolte apolitique. C'est une révolte fiscale qui débouche sur quelque chose, mais justement qui n'a pas débouché sur quelque chose, alors que les Gilets jaunes, il y avait vraiment cette volonté de s'en prendre quand même à une élite, ou en tout cas même si à parté, comme dans le cas des Nicolas Quipet. Est-ce qu'on peut parler d'une révolte quand ça reste un phénomène purement virtuel ? Oui, d'ailleurs, c'est un premier enjeu, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer possiblement au niveau de la viralité. Et la même question que je me pose, pourquoi ça s'est cantonné à un phénomène purement virtuel aussi ? Est-ce que c'est seulement virtuel ? Moi, j'ai l'impression que les tensions commencent à vraiment naître. Ah oui, on parle de tensions, mais moi, je parle de révolte. Vous n'avez pas eu de gilets jaunes qui font le pied de rue Mais parce que c'est le patrimoine des Nicolas dont il est question. C'est-à-dire que c'est tout de même Nicolas qui va hériter de Bernard et Chantal. Oui. Est-ce qu'ils ont intérêt à aller brûler l'appartement de Bernard et Chantal ? Je suis pas sûr qu'ils... Moi, j'ai une lecture un petit peu différente du phénomène Nicolas Quipet. Je suis en train de travailler sur la colère fiscale. Je suis pas sûr qu'il faille le réduire à un simple conflit générationnel. Et je trouve que les boomers ont bon dos, même si il faut pas déresponsabiliser les élites politiques notamment. Et
Et en fait, j'ai l'impression on relit un peu les 30 Glorieuses comme si c'était un long fleuve tranquille, alors qu'il y a eu beaucoup de tensions. Rétrospectivement, évidemment, ça apparaît une époque, un âge d'or de la prospérité économique, du compromis fordiste, production de masse, consommation de masse d'après-guerre. Mais en fait, je m'interroge beaucoup sur l'espèce d'apathie politique actuelle, notamment de cette génération des Nicolas qui payent, enfin de la France active en général, c'est plusieurs générations. Et je relis un peu les ouvrages sur les révoltes antifiscales et on oublie, mais dans les années 50, des années 50 à 70, que ce soit avec le Poujadis, voire Gérard Nicou, il y a eu des perceptions qui ont été attaquées, des attentats, des perceptions qui ont été déplastiquées. Gérard Nicou, qui était une espèce de néo-Poujade des années 70, il s'était attaqué à la perception de la Tour du Pin dans la Drôme, pas très loin de Romans-sur-Isère d'ailleurs, et il avait mis à bas 2 tonnes de documents fiscaux, il avait fait de la prison pour ça, donc je me demande, mais pourquoi, et là encore, je ne juge pas les jeunes, pas plus que je ne blâme leurs aînés, pourquoi est-ce qu'on est à une époque où les gens ont baissé les bras, sont abattus ou n'ont peut-être pas les moyens aussi de se révolter. Il n'y a pas 2 tonnes de documents à brûler aujourd'hui. C'est ça c'est vrai, Comment oui. s'attaquer Il faut s'attaquer au serveur. Impôt.gouv. C'est compliqué. On va juste passer le bobino de Radio Courtoisie. N'oubliez pas de soutenir notre radio. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous voici de retour sur votre radio préférée, le journal de la Nouvelle Droite. Voilà l'émission que j'anime aujourd'hui avec à mes côtés Rodolphe Carte, journaliste pour Éléments et auteur de Heures et Malheurs de Nicolas. Donc nous abordons la question de la guerre de génération. Et Daoud Bouguezala, vous étiez en train d'expliquer, Daoud, que peut-être ce conflit n'est pas aussi effrayant, important qu'il en a l'air. Ah si, plutôt... je pense que je le traduirais dans des termes un peu différents entre la France active, la France qui paye, qui travaille, qui a l'impression de ne travailler que pour payer, et ceux qui perçoivent, c'est le cas de le dire, ceux qui perçoivent comme des assistés sociaux. Alors ça peut inclure les retraités, mais au moins eux ont travaillé. Et je pense à une discussion que j'ai eue il y a quelques jours, il y a une semaine, avec un cadre de l'industrie du bâtiment, qui est vraiment de la classe moyenne supérieure de province, et il me parlait de ses parents. Alors là aussi, il faut dépassionner le débat, c'est pas du tout intuitu personae, c'est-à-dire qu'il s'en prend à un système, c'est-à-dire qu'il explique que eux, ils trouvent que les retraités ont un fort pouvoir d'achat par rapport aux Français qui travaillent et qui sont perclus de taxes, d'impôts en tout genre. Et surtout, il m'a raconté que son père s'était remis à travailler pendant 1 an et que l'aberration du système fiscal et bureaucratique français a fait que pendant 1 an, il a travaillé pour le roi de Prusse, en fait, puisqu'il avait dû... à la fin, en fait, ça a été entièrement déduit. Donc, il a travaillé pour le plaisir de travailler. Donc, c'est pas une incitation à travailler, mais peut-être faut-il pas remettre les retraités... Il y a assez de chômage comme ça. Et tout ça pour vous dire que, en fait, oui, les conflits traversent les familles, les personnes. Je pense pas que de toute façon, il va y avoir une solution naturelle au problème des baby-boomers, si vous voulez. Donc, je pense pas que le conflit générationnel épuise tous les autres. Et qu'il y a vraiment un problème d'outils productifs en France, oui, y compris dans les régions restées industrieuses qui ont échappé aux délocalisations, peut-être parce qu'elles... il y a aussi une forme de patriotisme, un capitalisme un peu plus patriote qui est moins sujet à compétition internationale. Et bien même là, dans la France qui va relativement bien, on en peut de payer pour une qualité de service public qui se dégrade. Et surtout, on voit bien que, alors c'est un peu ce que j'appelle le contre-modèle marseillais, l'assiette des gens solvables et imposables se rétrécit, donc ils sont de plus en plus ponctionnés. Voilà. Rodolphe Carte. Oui, exactement. Moi, j'ai 33 ans, je suis un actif, disons que je suis un peu le prototype du Nicolas, avec peut-être un pouvoir d'achat un peu moindre. Et là où je reviens sur ce que dit Daoud, moi j'en veux plus
peut-être à cette génération des baby-boomers, non pas parce qu'ils ont un bel appartement parisien et 2 résidences secondaires, mais plus pour l'état dans lequel il nous laisse la France, notamment au niveau du point de vue industriel, on peut dire. Parce qu'il y a aussi des sujets qu'il faut mentionner, c'est que le travail ne paie plus. C'est ce fameux livre, François, que tu cites souvent, comment il s'intitule ? Antoine Fouché. Voilà. Pour en finir avec le travail qui ne paie plus. Oui, il explique très bien que pendant les 30 Glorieuses, il faut 15 ans pour doubler à peu près son niveau de vie. Dans les années 90-2000, ou en tout cas de 80 à 2000, on passe à 40 ans. Et aujourd'hui, on est à combien ? À 80. 90 ans ou 80 ou 90, je crois. Et en plus, on s'est rendu compte que les Français actuels travaillent quasiment autant que les Français des années 2000. Donc ces fameux jeunes qui ne veulent pas aller travailler, etc. etc. Oui, il faut mettre fin à ce mythe que la génération du baby-boom travaillait énormément, que la génération actuelle ne travaille pas. Parce qu'en réalité, alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la génération du baby-boom a travaillé et travaillé dur, mais on est en train d'écorcher tous les avantages acquis au fil du temps. Donc la retraite à 60 ans, c'est terminé. Le jour de Pentecôte, par exemple, le lundi de Pentecôte. Et en fait, les travailleurs ont tendance à de plus en plus travailler en France aujourd'hui. Il y a eu un petit moment béni, mais pour la première fois, le temps de travail cesse de diminuer. C'est très étonnant, hein. C'est la première fois à l'échelle d'une vie que le temps de travail recommence à augmenter. Oui, et d'ailleurs, le fait qu'on ait possiblement dans les décennies à venir un surplus de matériel, enfin on va dire immobilier sur le marché, mais bon, s'il est capté par une majorité de personnes justement qui ont été avantagées, là ça va peut-être faire naître justement possiblement des révoltes encore plus fortes. Ensuite, concernant la remarque de Daoud sur le fait que justement, est-ce qu'on peut qualifier le mouvement des Nicolas Quipet de révolte quand ça s'est largement cantonné au domaine numérique. Là aussi peut-être voir plutôt avec les Gilets jaunes et même la révolte des agriculteurs qui a été somme toute assez violente. Ça a été les centaures, ça a été aussi le blocus qu'on a connu, c'était à Strasbourg ou à Bruxelles, enfin, en tout cas des affrontements assez durs avec les forces de l'ordre. Là aussi c'est une longue continuité qu'il faut faire remonter, je pense, aussi au bonnet rouge. Qu'on avait connu en Bretagne, etc. Donc on voit qu'il s'est quand même passé des choses. Et notre prophète de malheur de l'émission, Michel Houellebecq, avait écrit son fameux livre Sérotonine, justement, qui revenait sur une révolte agricole à la base. Donc c'est peut-être intéressant de voir là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit au début de l'émission, peut-être que cette révolte des Nicolas arrivait dans une nouvelle parenthèse historique qui s'ouvre un peu sur une reconfiguration politique gauche-droite. Je ne vais pas faire de parallèle avec aussi les tensions qu'on a connues au moment de l'affaire Quentin Dorenc, où là la gauche est vraiment, rassemblée derrière le fameux mythe antifasciste, parce que peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi avec le cas de Romans-sur-Isère, c'est que ce n'est pas un face-à-face. Là aussi, il y a clairement, au sein de la population autochtone et j'ai envie de dire historique, une potentielle 5e colonne aussi. Je pense qu'il ne faut absolument pas oublier de la mentionner. Et quand on revient sur les études des municipales, on voit qu'il n'y a pas 2 France, mais il y en a plutôt 3. Il y en a une blanche des centres urbains, des métropoles, avec les couronnes plutôt d'origine extra-européenne, et de l'autre côté, la France qui a voté majoritairement Rassemblement National, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir aussi cette configuration. Et pour finir, je pense, ou en tout cas comme je vous l'ai dit, moi j'en veux plus à cette génération pour vraiment la France qu'elle nous laisse, et je pense qu'il faut revenir, et ça peut-être que ça ouvre notre débat sur les patrons, c'est que ça a été des choix conscients de la part de nos élites. Je trouve que c'est toujours un peu facile de remettre la faute sur la Chine qui aurait aspiré nos entreprises, etc. Non, ça a été conscientisé par nos élites. C'est le concept de faiblesse, c'est-à-dire dans les années 90-2000, on va délocaliser nos entreprises, notamment en Chine, en gardant la recherche et le développement chez nous, entre guillemets, en gardant la matière grise. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Chine a développé ses entreprises, a développé la robotique, a des ingénieurs d'aussi bon niveau que les nôtres, quasiment que le monde occidental. Et aujourd'hui, on voit, j'ai envie de dire même que l'automobile, c'est vraiment l'emblème de ça, qu'une partie de nos automobiles de demain, notamment pour la France, elles seront peut-être chinoises. Donc c'est intéressant de voir aussi ce renversement. Et là, on n'a pas à se défausser sur la Chine, mauvaise Chine, qui aurait, le grand méchant qui aurait capté toutes nos entreprises. Non, c'est avant tout nous-mêmes et cette génération qui a été une catastrophe pour la France. Cette génération dont certains membres commencent à dire « mais moi je suis prêt à ce qu'on baisse ma retraite ». Ça c'est très récent dans le débat public.
des boomers qui, réalisant effectivement l'écart de niveau de vie entre leur génération et celle de leurs enfants et petits-enfants, se disent mais pourquoi ne pas diminuer les hautes retraites? Et certains sont prêts à le faire. Mes parents, par exemple, se disent mais il y a le fameux 10% d'abattement, l'aberrant 10% d'abattement pour frais professionnels qui permet de payer moins d'impôts sur les revenus pour les retraités. Oui, vous entendez bien, 10% d'abattement pour frais professionnels pour les retraités. Et certains pensaient à abolir cette réforme. Finalement, ça n'est pas passé dans l'Assemblée actuelle. Mais beaucoup de retraités seraient tout à fait prêts à consentir cet effort pour la nation, en sachant, dans ce cas, il faudrait que ça aille vraiment vers la génération de leurs enfants et petits-enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions tout de même? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, personne n'ose s'emparer du sujet. Est-ce que c'est par peur de l'élection, parce que c'est une cohorte électorale considérable? Donc, pourquoi? Est-ce que c'est de la peur? Première question. Et la deuxième, concrètement, vous, quelles seraient vos propositions pour adoucir un peu ce conflit de génération? Alors, qui veut s'y coller? Non, mais disons que, par exemple, le fait qu'une partie des retraités fasse cet élan du cœur en voulant les baisser, je trouve ça potentiellement très bien. Mais là, une fois de plus, je pense que c'est pas s'attaquer vraiment à la racine. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, mettons qu'on baisse largement les retraites, de relancer une industrie nationale? C'est la question de Daoud. En restant dans l'Union européenne, en restant dans un système de libre-échange où on voit que justement l'Union européenne fait des accords avec l'Inde, avec le Mercosur. D'ailleurs, assez intéressant. Certaines personnalités à droite sont revenues pour dire que nous avions des vieux réflexes protectionnisme, de démondialisation sur la question du Mercosur. Et là, je pense que François, tu as dû t'en rendre compte aussi. On voit qu'il y a un gros lobby aujourd'hui brésilien qui joue très bien ces manipulations. Et au final, quand on disait, mais vous verrez, c'est pas grand-chose ce qui va venir du Brésil, comme d'habitude, c'est le phénomène de cliquet et le phénomène, j'ai envie de dire, de boule de neige, où on voit qu'il y a toujours... un premier mouvement qui enchaîne une série d'effets. Mais bon, quand nous, on le dénonce, on est, voué aux gémonies. Donc moi, je dirais que la question des retraites et la question des Nicolas Quipet, je la trouvais bien parce que c'est un premier élan, mais c'est absolument pas la question fondamentale pour réindustrialiser la France. Nos débats devraient être à des échelles supérieures, même si je sais qu'il faut... Bien sûr, il peut être aussi à des échelles supérieures, mais tout de même, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on hérite si tard à un âge où on ne peut plus entreprendre. C'est ça aussi derrière la dynamique d'une nation. C'est se dire que à 30 ans, vous avez les moyens de vous lancer dans la création d'entreprises, de vous lancer dans un projet professionnel à l'autre bout de la France. Si aujourd'hui, vous n'avez une marge de manœuvre très très limitée, vous allez vous accrocher la toute petite rente étatique, puisque la plupart du temps c'est ça, en fait, on vit sous perfusion, et vous n'avez plus dynamisé le pays. Je veux dire, psychologiquement, c'est tout de même grave que la rente immobilière, ça commence à changer, mais que la rente immobilière rapporte davantage que la création d'entreprises et la prise de risque. Je veux dire, derrière, c'est aussi, je trouve, je me permets de prendre parti aussi, mais une question de mentalité. C'est-à-dire que si favoriser les plus de 65 ans, ça veut dire aussi accepter qu'on vieillit, que ce soit un pays vieillissant, de moins en moins dynamique, qui prend de moins en moins de risques. C'est ça aussi derrière. Daoud Bouguezala, est-ce que vous avez des idées de réforme, des solutions Je me garderais bien de donner des idées, mais j'essaie de relayer en fait ce que j'entends. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin, en plus, il va y avoir le problème de la dépendance que vous aimez bien aborder. Donc, ça va être une charge supplémentaire de ces satanés boomers qui, jusqu'au bout, nous auront pompé. Mais c'est vrai d'ailleurs que ça va être un coût considérable. Oui, pour les finances publiques. Mais j'abonderais plutôt dans le sens de Rodolphe, qui est de dire il faudrait essayer à moyen terme au moins de sortir de cette logique des revenus de transfert, en fait. C'est-à-dire que même les libéraux en France sont statocentrés. C'est-à-dire qu'on a renoncé consciemment ou non à l'outil productif. Et ce qui fait que, je reviens toujours, la France qui travaille, y compris les PME. Je discutais il y a 10 jours avec une jeune fille très bien qui travaillait dans ce qui reste de textile en France, c'est-à-dire qui travaille plutôt pour le luxe, vu les coûts, ce qui est normal. Et en fait, sa toute petite entreprise, où elle était salariée de quelques membres qui s'occupaient de teinture, elle est obligée de fermer puisque, en fait, ils n'avaient tout simplement plus les moyens de payer les rénovations
la rénovation du bâtiment qui était au bord d'une rivière, qui était plus aux normes, qui datait de 1875. Donc, il n'y avait pas assez de marge. L'entrepreneur a dû faire un choix, se couper un membre. Et il y a aussi une normocratie qui assaille. Alors là, c'est un discours un peu plus boujadiste, mais il y a une normocratie qui assaille les plus petits, où en fait, ils ne peuvent plus. Ils croulent, ils sont soumis parfois aux mêmes obligations de très grands groupes qui ont assez d'argent à perdre dans la RSE ou ce genre de choses. Donc, il faudrait essayer de libérer un peu, sans être libéral, mais de faire respirer un peu les petites structures. Alors, ça nous renvoie aussi au débat, c'est peut-être une transition sur Jordan Bardella et patronat. Et je vois, y compris parfois dans nos milieux, le débat entre libéraux et étatistes est largement faussé, en fait, lorsque ça devient un débat d'idées platoniciens abstraites. C'est pas être libéral que de vouloir que les petites entreprises aient davantage de marge, puisqu'en fait, la lutte des classes dans ce contexte-là est largement inopérante, en fait. Bon, là, je reviens d'un reportage dans une région encore relativement prospère, où vous avez un tissu industriel qui a bien subsisté, avec une espèce de culture catholique diffuse, un peu à la Max Weber, les titres du protestantisme et capitalisme. Et même eux souffrent, en fait, puisque les marges sont réduites, les gens sont relativement bien payés dans une région où l'immobilier n'est pas ce qu'il est à Paris. Donc voilà, je comprends que le RN veuille écouter du moins le petit patronat. C'est pas forcément synonyme de trahison ou de se vendre au capitalisme, les schémas des années 30 que nous répètent les antifascistes, Éric Vuillard, etc. Alors la transition est parfaitement effectuée, merci à tous les deux. Vous ne voulez plus parler de Nicolas, eh bien parlons des patrons qui peuvent-ils ou non être patriotes. Alors est-ce que c'est possible ou est-ce qu'ils sont automatiquement vendus au nomadisme mondial, au globalisme, et qu'ils iront toujours chercher ailleurs leur intérêt s'il le faut? Rodolphe Cart, quel est votre avis sur la question? Alors, je crois peu à la conversion des cœurs, en tout cas pour parler d'une fameuse bourgeoisie patriote, comme l'ont fait de précédents candidats aux élections présidentielles. En revanche, là, on en revient sur la logique de la réindustrialisation. C'est que ça nous donne des arguments, j'ai envie de dire, pour séduire aussi une partie des patrons, en leur démontrant que leur intérêt matériel, justement, serait de refaire venir une partie des usines. Et j'ai envie de dire que les enjeux, notamment géopolitiques, ont contraint quelque part une partie justement du patronat européen à des enjeux de la sorte. C'est même intéressant parce que, par exemple, le modèle qu'on a tant vanté, patronal, dans les années 2010, c'était le modèle allemand. Et on voit aujourd'hui l'état justement du modèle patronal allemand et justement des entreprises. Alors, parce qu'il était entièrement, tu veux dire, tourné vers l'exportation. Exactement. Et aussi, on oubliait souvent de mentionner qu'il fonctionnait pas mal aussi avec son hinterland, avec une partie de la production était dans des pays européens, Hongrie, notamment Hongrie, Pologne, Slovéquie, Pologne, où là on avait comme par hasard des salaires moins forts, des protections sociales moins fortes aussi. Donc là c'était un peu un jeu de dupes. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il y a une tentative de reconversion justement du tissu industriel allemand, de l'automobile, plutôt vers la défense, parce que là, il y a les enjeux géopolitiques qui reviennent. Et en plus, je trouve qu'en Europe, on est à contresens total. On le voit aujourd'hui, c'est la fameuse démondialisation qu'on a tant souvent vantée, pareil, dans la revue Éléments, le post-libéralisme, quelque part, qui apparaît, et on voit que justement, les grands ensembles, que ce soit les États-Unis, la Chine, ou même des États, on va dire, plus stratèges, comme la Russie aussi, ont une vraie stratégie de protection des enjeux stratégiques prioritaires, type énergie, industrie et surtout alimentaire. Et nous, on voit en Europe qu'on est justement dans une logique inverse, comme si on essayait de prolonger un peu le rêve de la mondialisation des années 90-2000, où on continue de nouer des partenariats de libre-échange avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud ou avec d'autres pays. Donc on voit une logique complètement inverse. Et là, moi j'en reviens toujours un peu à mon 19e siècle chéri. Il y a un livre qui est vraiment intéressant là-dessus, qui est un livre non pas d'Emmanuel Todd, mais de David Todd, son fils, l'identité économique de la France. Et il revient en fait sur ce 19e siècle en montrant
qu'à l'époque, il y a un pays qui est en avance sur tous les autres, c'est l'Angleterre. Il y a une révolution industrielle avant les autres pays européens en Angleterre. Et à l'époque, l'Angleterre, justement, promeut le libre-échange à tout crin. Elle a une avance technologique, elle a de la machine-outil à déverser. Qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas qu'est-ce qu'on veut quand on a de la machine-outil à déverser? C'est un abattement des droits de douane pour justement déverser. Mais à l'époque, des pays comme l'Allemagne, comme la France et comme par exemple l'Italie, leur bourgeoisie demande justement au pouvoir politique de mettre en place des barrières tarifaires parce qu'ils sont dans une logique de développement. Il faut rattraper son retard. Et pour qu'une entreprise naissante rattrape son retard, je pense qu'aujourd'hui, on peut mentionner le cas de l'IA, par exemple, ou même de la robotique, où là, bon, est-ce que c'est un écart qu'on pourra rattraper ? Ça est peut-être une autre question aussi. Mais par contre, c'est quand même des enjeux de puissance fondamentaux pour demain sur lesquels il faut revenir. Et bien justement, peut-être qu'il faudrait un retour aux barrières tarifaires. Et là, d'ailleurs, je crois que dans l'actualité, il y a une échauffourée entre la Chine et, par exemple, et l'Europe sur le Made in Europe. Alors moi, qui suis plutôt nacio-souverainiste français, j'y crois relativement peu aux notions de souverainisme européen. En revanche, on voit qu'il y a vraiment une logique développementaliste qu'on doit réapprendre en Europe, en France et notamment en Europe, parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir cette avance aussi sur tous les autres pays au 19e siècle. Et pour finir ma parenthèse sur le 19e siècle, David Todd montre très bien qu'à l'époque, il y a même une confrontation au sein du patronat français. Vous avez par exemple les producteurs de Bordeaux qui eux, veulent justement de l'exportation. Ils ont une avance, ils ont une volonté d'avoir sur les marchés. Et d'ailleurs, pendant le Mercosur, on avait les producteurs de cognac qui voulaient justement et qui montraient à quel point le fait de maintenir des liens avec le marché américain, notamment, et le marché, surtout américain pour le cognac, c'était vital pour eux. Et ça peut se comprendre. Mais à l'époque, le gouvernement français, il a dû faire un choix. Il a dû prioriser une industrie, notamment du nord de la France, en mettant des barrières tarifaires, en ayant un modèle protectionnisme et de développement, compte justement, parfois au détriment d'autres intérêts patronaux français. Donc là-dessus, il faut toujours aussi, quand on parle des patrons français, et j'en finis mon propos, nuancer. Au sein de la classe patronale française, il y a des intérêts qui sont convergents, mais qui sont aussi divergents, parfois. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, pour une fois, avait une bonne intuition en disant que, par exemple, les Allemands chassent en meute. Quand ils vont sur un territoire, ils arrivent avec plusieurs industries et ils essayent d'avoir des marchés qui vont préempter de manière collective. En France, je crois qu'on a un peu une tentation à l'individualisation là-dessus, même au sein des patrons. Et ensuite, le deuxième aspect à mentionner, c'est que les grands patrons, ils n'ont pas aussi forcément les mêmes intérêts que les petits patrons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la France Insoumise, à l'Institut de la Boétie, son centre de formation intellectuelle, a fait un colloque là-dessus, en expliquant que, alors eux, ils jouent un peu sur la lutte des classes internes au sein des patrons, et eux se font un peu les défenseurs justement des TPE, PME, en expliquant qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts matériels que les grands patrons. Il me semble même que les patrons de très petites entreprises et petites et moyennes entreprises votent majoritairement aujourd'hui Rassemblement National. Oui, exactement. Là, j'aurais dû le préciser, vous avez raison, mais la question portait vraiment sur les grands patrons et votre réponse... Et juste pour finir, il y avait un très beau roman de Nicolas Mathieu qui était prix Goncourt 2018, si je ne me trompe pas, Leurs enfants après eux, il y a eu un film dessus, et il montrait à quel point en plus, et Jérôme Fourquet l'a montré aussi dans ses travaux, quand on a perdu les grands centres industriels, notamment dans le nord de la France ou en Lorraine, que je connais bien, où j'ai de la famille, c'est derrière tout le réseau de TPE, PME qui a été complètement dévitalisé, et après c'est une casse sociale. C'est une casse démographique, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais évidemment que la question économique, démographique et identitaire et de l'immigration, à chaque fois, elle est liée comme par hasard. La question, c'est est-ce qu'on peut réindustrialiser ? Donc je comprends bien que l'industrialisation, entre guillemets, est patriote, et donc qu'un patron d'industrie, naturellement, peut être considéré comme patriote, mais est-ce que dans le monde actuel, il est possible de réindustrialiser en sachant que ça ne créera pas forcément autant d'emplois que ça en a créé dans le passé. Ça, c'est pas le même type de réindustrialisation. Ça exigerait aussi que les consommateurs soient patriotes, pas simplement les producteurs. Il y a des chiffres que j'ai pas en tête dans un livre de Clément Carbonnier qui s'appelle Toujours moins, qui s'inscrit en faux contre les logiques de réduction du coût du travail.
en France qui explique qu'en fait, il y a les entreprises françaises qui sont dans le grand bain de la concurrence internationale, c'est une toute petite proportion en fait, que la plupart ont un bassin de conservation et de production nationale, voire locale. Je pense notamment à l'industrie du bâtiment, enfin des entretiens que j'ai faits récemment. Et un peu comme Rodolphe, je raisonnerais plus en termes d'intérêt. D'autant que lorsque vous évoquez le patronat, malheureusement, on est dans une société où il y aura de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui en fait seront des travailleurs précaires déjà. Exactement. Et donc il faudrait découpler un peu cette notion de la bourgeoisie parce qu'on a une image un peu d'Épinal de celle du grand patron bourgeois, notabilité locale. Après, est-ce qu'il est possible de recréer un maillage industriel en France ? Ça supposerait déjà une stratégie, un plan, pas une économie administrée, mais une politique industrielle tout bonnement. Mais est-ce que, y compris ceux qui parlent de démondialisation, qui préparent l'alternance, y travaillent ? Oui, j'espère. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a par exemple cette fameuse banane bleue aussi qu'on connaît bien sur le littoral plutôt est, enfin pas le littoral, mais sur la frontière est de la France, où là on a et même qui va des Pays-Bas jusqu'à exactement jusqu'à l'Italie du Nord, à la plaine du Pô. Oui, et moi, je vous le dis, moi qui suis plutôt nationaliste français, moi je suis dans une logique de faire des intérêts. Local, par exemple, quand il le faut, avec d'autres pays européens. Là-dessus, on caricature souvent aussi les souverainistes en disant que c'est la France seule, fermée, quelque part, le Japon qu'on a connu à une époque aussi fermée, absolument pas. C'est une logique, de conservation des intérêts. Et je pense là-dessus, peut-être que Daoud a aussi raison, est-ce qu'on a encore la capacité de produire des hommes qui ont une vision, comme on l'a connu un peu avec le gaullisme d'après-guerre, de planification, où là, on sort un peu en plus de, comme tu l'as très bien dit François, de cette fausse opposition, soit t'es libéral, soit t'es collectiviste communiste. Et en plus, j'ai envie de dire qu'en Europe, on a quand même développé des logiciels politiques qui nous sort un peu de cette dualité un peu bête et méchante. Et d'ailleurs, c'est une question que ça pose à la droite en général. Est-ce que la droite est destiné à devenir un réductionnisme économique. Il y a eu, par exemple, le débat très récemment sur la fête du 1er mai. J'ai fait différents plateaux, et vous imaginez, le concert était de fête, en plus, 1er mai, oulala, c'est de gauche, etc., etc. En revanche, je pense que nous, et c'est notamment les travaux d'éléments, nous ont permis aussi de parfois défendre pas de manière bête et méchante le travail, en démontrant que par exemple les jours fériés, ça permet d'avoir des resynchronisations des communautés. C'est le moment où la famille se retrouve pour avoir partagé un repas, ce genre de choses. C'est le moment où il y a l'association sportive qui veut organiser un tournoi de foot. Et je pense que ça aussi, c'est un des dangers, et c'est aussi ce que je pointais dans ma critique du mouvement des Nicolas Quipet, c'est que si la droite demain se réduit à être un réductionnisme économique où on doit tous être, comme l'a dit Daoud, des petits entrepreneurs individuels, autonomes, etc., etc., même si je peux comprendre cette volonté aussi de l'entrepreneuriat qui est intéressante, et là par contre c'est une aspiration de la jeunesse auquel il faut répondre, mais par contre je pense qu'on doit proposer autre chose, et peut-être revenir à des notions de bien commun qui sont des notions un peu grandiloquentes, mais je pense que c'est des notions qu'il faut reprendre à notre compte, et justement la droite peut-être de demain sur ces questions n'a pas à proposer justement une pure simple libération, parce que je le pense, et Daoud, je suis content qu'ils disent que justement c'est un peu le retour qu'il a de ses patrons. Face à une concurrence généralisée, on sera toujours perdant et on devra renier sur les acquis sociaux de plus en plus. Et est-ce que ça fait de nous des communistes si on essaye de défendre quelques acquis sociaux qui permettent d'avoir une vie relativement vivable ? Je ne trouve pas, et je pense qu'on doit le faire. La droite n'a pas à considérer la chose sociale de manière honteuse. En tout cas, je le pense. C'est même dans une certaine mesure dans l'intérêt à long terme des patrons et de l'outil productif d'avoir une main-d'œuvre en bonne santé, qui bénéficie d'une protection sociale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer le système, l'État qui est obèse, et un obèse est peu stratège et peu habile. Mais je discutais avec un chaudronnier il y a aussi une dizaine de jours, qui est dans une position relativement enviable, qui est jeune, qui n'est pas payé des milliers des cents, mais qui est au-dessus du SMIC, dans une région assez où l'immobilier est encore à prix raisonnable. Il expliquait, il a un CDI, mais s'il voulait créer sa petite affaire, alors que c'est un secteur qui est très demandé, il est bien dans la soudure, il est assez qualifié, il faudrait 200 000 € de fonds qu'il n'a pas.
Et je vous passe toutes les tracasseries administratives. Donc, il n'y a pas d'incitation à c'est là où l'État hein. devrait agir et proposer des taux à taux zéro, pas des prêts à taux zéro, comme c'est le cas avec les agriculteurs qui en manquent cruellement. C'est la trésorerie qui manque aujourd'hui aux petites entreprises. J'aimerais revenir tout de même aux grands patrons. Ces deux qu'on parle avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, ces rencontres. Prenez un Patrick Pouyanné. C'est le président, donc PDG de Total Energy. Mais cet homme-là ne peut plus avoir... je veux dire, moi j'admire, c'est un homme vraiment d'une compétence extrême qui a porté Total comme jamais, qui permet à la France d'avoir des tarifs plutôt raisonnables en termes de gazole et d'essence, puisqu'il a bloqué effectivement les prix dans toutes ces stations. Mais néanmoins, quand on l'écoute, on sent bien que la France ne pèse rien pour Total Energy. C'est-à-dire que toutes ces grandes entreprises, c'est là où la question, est-ce que les patrons, ces patrons-là, peuvent-ils être patriotes ? C'est-à-dire qu'avec des entreprises pour lesquelles la France représente un marché dérisoire, finalement, comment les convaincre de continuer à considérer l'intérêt national alors que ces entreprises n'ont plus de français que la nationalité du siège social ? Quelle est la structure capitalistique de Total ? C'est-à-dire, qui détient les actions ? L'État doit en détenir, j'imagine. Mais est-ce que c'est encore majoritairement une entreprise française ? Je sais pas du tout. Oui, d'ailleurs, c'est une étude qui a montré qu'une large partie des entreprises, ne serait-ce du CAC 40, vivaient ou en tout cas étaient passées en majorité sous capitaux étrangers. Et là, par contre, ça aussi, ça nous pose une autre question parce que moi, ça me fait toujours aussi rire qu'une partie de nos libéraux soient justement... les convoyeurs, ou en tout cas les pourvoyeurs du modèle américain, ce genre de choses. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État américain, si on touche à des entreprises stratégiques pour qu'elles passent sous pavillon étranger, etc., c'est la même chose qu'avec le modèle chinois, où là, vous avez quand même une coercition généralisée, justement sur le développement de ces grandes entreprises, qui sont des entreprises vitales. Et là-dessus, moi, j'ai envie de dire qu'ils se défendent, ils ont largement raison de se défendre. C'est même encore pire, puisqu'ils imposent leurs droits, notamment leurs droits des affaires au monde entier, avec l'extraterritorialité qui fait que BNP n'a pas pu faire d'affaires en Iran, Peugeot, Renault. C'est part d'impérialisme économique. Bien sûr. Vous avez le Buy American Act, donc qui oblige la grande fonction publique, l'administration, à se fournir avec les entreprises américaines. Le Small Business Act qui, propulse et protège les petites entreprises. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, oui, ils sont très patriotes. Néanmoins, quand vous voyez les très grandes entreprises, là encore, là-bas, alors oui, ils ont fait soumission auprès de Donald Trump au début du mandat, mais on sent bien que ces gens, en fait, sont plus puissants. En fait, ma question derrière, c'est, finalement, entre Patrick Pouyanné et Marine Le Pen, présidente de la République, qui est le plus puissant aujourd'hui ? Ah oui, c'est une bonne question. Où est la puissance ? Où est la puissance ? Est-ce qu'elle est encore dans les nations, dans les États, dans le pouvoir politique, ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt chez un Elon Musk, un Patrick Pouyanné. Oui, mais un Elon Musk qui a été lancé, on a d'ailleurs fait une étude dessus, aussi largement grâce à l'État américain. Ah mais totalement, ils se nourrissent sur la bête. Eux ont tout intérêt à... C'était un livre qui était sorti à la découverte que David, il me semble, avait chroniqué sur le mythe de l'entrepreneur, en nous vantant justement Steve Jobs. Des capitaines d'industrie qui se seraient créés en étant sur un logiciel dans le garage, dans le garage familial. C'est absolument pas le cas. Souvent, ils viennent, pas tous, de bons milieux, on va dire, d'une classe moyenne relativement haute. C'est pas tous des fils d'eux. Il y a vraiment aussi encore un logiciel de développement individuel d'une industrie aux États-Unis, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel point ils essayent de séduire quelque part une partie du monde occidental avec ces personnes qui se sont faites toutes seules. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a quand même un appui américain. Le symbole de ça en France, c'est le pantouflage. C'est-à-dire que vous entrez à l'ENA et vous finissez à la tête d'une grande entreprise. Sauf qu'eux n'innovent pas et n'inventent rien. Non, mais parce que ce sont beaucoup des administrateurs aujourd'hui. Quand vous êtes à la tête d'entreprise, voilà, mais c'est des entreprises titanesques. Moi, j'ai l'impression que le pouvoir politique, il a fui, il est chez eux et plus dans les élections. Oui, mais parfois pour le meilleur et pour le pire. Prenons le dossier Dassault.
Monsieur Trappier fait un travail remarquable. Alors, je n'ai aucune part chez Dassault ni quoi que ce soit. J'investirai rien en bourse, donc là-dessus, je suis libre comme l'air, mais il faut le reconnaître. Justement contre le caractère un peu chimérique du couple franco-allemand, ce projet de SCAF, etc. On voit Monsieur Trappier qui fait conférence sur conférence en expliquant la réalité des choses, la réalité de la concurrence entre États, de la concurrence entre entreprises. Je pense qu'on pourrait parler d'Airbus aussi, c'est intéressant. On a les déclarations du dernier PDG franco-allemand qui disait que l'entreprise n'était pas assez allemande. Là, ça nous pose question. Vous allez dire que je reviens à De Gaulle, mais Ariane, là, qui a déclaré, donc M. Bruno, qui a dit qu'il fallait que l'Allemagne soit plus présente dans le capital d'Ariane et soit plus... En fait, quand je parle de parler aux patrons de manière matérielle, c'est de leur dire qu'ils auraient tout intérêt à avoir, ou en tout cas à respecter une logique de développement du pays, des intérêts nationaux, et que là, il faudrait quasiment leur laisser, j'ai pas envie de dire les pleins pouvoirs, mais en tout cas une très très grande liberté d'action, justement, et même une protection de l'État. En revanche, vous en souvenez peut-être de la phrase de Gaulle quand il rencontre, il me semble, une partie du patronat après-guerre, il dit « Je suis content de vous voir ici, je vous ai tellement peu vu à Londres ». Donc là, on voyait que le ton était donné. Et c'est cette fameuse phrase, enfin c'est cette fameuse séquence aussi, alors mise en scène ou pas, d'un certain Poutine qui va dans une usine, je sais plus. Magnifique. Si c'était pour de l'acier ou je ne sais quoi, il y a une réunion, l'oligarque voulait licencier tout le monde, Poutine lui fait signer un document devant tout le monde en disant que non, il va licencier personne, et à la fin il lui demande de lui rendre son stylo parce que bon. C'est peut-être une mise... revient vraiment les queues entre les jambes, a l'air très inquiet, très penaud, quoi. Alors c'est peut-être une mise en scène, tout ce que vous voulez, mais oui, ça nous pose la question du pouvoir politique et du pouvoir économique. C'est très bien quand ils marchent ensemble, mais à la fin, à toute fin, il faut quand même que le pouvoir politique l'emporte. Là-dessus, je suis pas pour les nationalisations à tout crin, mais en revanche, quand les intérêts nationaux sont mis en jeu, il faut pas hésiter, je pense, à mettre le haut là. Et quand on revient à l'extraterritorialité du droit américain, c'est un scandale en réalité. Clairement. Et je me souviens de Monsieur Perucci sur la chaîne Thinkerview qui expliquait justement à quel point il avait peu eu de soutien de l'État français alors qu'il était détenu dans les geôles, et c'est le fameux pacte, on va dire, de corruption avec les turbines, etc., sur lequel M. Marleix était revenu. Daoud Bougueza. Vous voulez que je réagisse au propos de Rodolphe Carte, à la question du pouvoir politique, est-ce qu'il est... Après, il faut que chacun fasse son examen de conscience. Oui, je pense qu'un Musk est infiniment plus puissant, peut-être même que Trump. Faut que chacun fasse son examen de conscience, notamment dans les débats sur l'immigration, où il y a des intérêts à courte vue que le patronat, en tout cas les instances représentatives, qui voient qu'il manque tel nombre de serveurs dans la restauration, l'hôtellerie. Il faut qu'ils se pensent comme quelque chose de plus essentiel qu'un simple lobby d'intérêts à court terme. Et là encore, je suis sidéré par le niveau du débat politique où ça porte sur la question, mais alors, est-ce que Marine Le Pen a déjeuné avec Bernard Arnault, le MEDEF ? Enfin, on est vraiment sur des queues de cerises. On s'interroge jamais, mais est-ce que la stratégie industrielle, si tant est qu'elle existe, du RN est valable ? Au lieu de spéculer sur sa prétendue conversion libérale, ou est-ce qu'on peut maintenir, une question essentielle auquel je n'ai pas de réponse, est-ce qu'on peut maintenir un système social, une protection sociale qui serait encore efficace et redonner des marges aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'équilibre entre service public d'un côté, impôt de l'autre, en fait, c'est une espèce de matelas pneumatique, on pose des rustines, il fuit de tous côtés. Enfin. Faites qu'ils vous entendent, parce qu'effectivement, on n'entend rien sur l'analyse des différentes stratégies industrielles, comment faire revenir nos entreprises en France, etc. Rodolphe Carte. Et justement, on a mentionné Jérôme Sainte-Marie aussi dans notre entretien. Et Jérôme Sainte-Marie, quand il parlait de bloc populaire, il expliquait aussi que bloc populaire, ce n'est pas égal à classe populaire ou que classe populaire. C'est le socle granitique, majoritaire, etc. C'est les fameux ouvriers employés qui votent au Rassemblement national. Mais en revanche, quand il revenait sur l'exemple du Risorgimento italien au XIXe siècle, on voit que c'est une alliance de classes en réalité qui permet... Et c'est pour ça que intelligemment, la France insoumise essaye de parler un petit peu aux petits patrons, parce qu'elle est dans une logique
d'élargissement de son électorat potentiel. Et là-dessus, il ne faut pas se cantonner. Moi qui suis plutôt un populiste, moi je suis très content qu'une partie, notamment du Rassemblement national, puisse discuter avec une partie des patrons. En revanche, là aussi où on a une chose intéressante dans ces notions de bloc politique, c'est que parfois, les différentes strates vont pas voter pour le parti pour les mêmes choses. Prenez par exemple le cas de l'immigration. Une partie des classes populaires plutôt basses votera pour une réduction de l'immigration, voire une immigration zéro. Mais par exemple, le lobby des restaurateurs, qui est plutôt un lobby qu'on va dire qui votera à droite. La question de l'immigration, en tout cas de travail, si demain quelqu'un arrive et dit, en tout cas une personnalité de droite va dire on va couper immigration zéro, eh ben, les saisonniers aussi, les industriels, les patrons, qui peuvent être des patrons de droite. Le bâtiment. Donc voilà, eh ben, on voit des intérêts opposés. Et c'est pour ça que moi je suis comme Daoud, je préfère qu'on parle des sujets matériels au lieu d'avoir des grandes envolées sur l'amour de la France. Je suis un amoureux de la France, mais je pense qu'on ne séduit pas en tout cas ces bases sociologiques comme cela. Et par contre, il faudrait... ça doit être dans le programme du Rassemblement national, je ne vais pas lui faire ce tort. Sûrement, il y a vraiment un plan d'arriver au pouvoir, ce qui ferait. D'ailleurs, je crois que c'était Bardella dans le journal du dimanche qui expliquait que son premier voyage, s'il était président, ça se ferait, il me semble, à Bruxelles, pour justement organiser peut-être un conflit, ou en tout cas... Taper du poing sur la table. Voilà, taper du poing en disant que justement qu'une partie des politiques européennes était tournée aux intérêts de l'Allemagne. Donc c'est intéressant de voir un peu cette opposition. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est qu'au sein d'un même électorat qui vote pour une même personne, il peut y avoir des contradictions. On parle souvent du nord populaire et par exemple du sud-est un peu plus aisé. Eh bien merci, finalement on a passé pas mal de temps sur ce débat sur les patrons, sont-ils de droite ou de gauche, sont-ils patriotes, quelle stratégie industrielle pour la France. Bon, l'émission touche à sa fin, il nous reste tout de même, allez chacun un peu moins d'une minute, pour le coup de cœur ou le coup de gueule ou la fureur d'éléments, voilà, donc qui commence? Daoud Bouguezala. Alors, je voulais dire du bien d'un film iranien qui s'appelle Woman and Child, qui a un titre anglais pour la distribution internationale, donc Mère et enfant, Zanou Baché en langue originale, qui est signé de Saïd Rostaï, qui avait déjà réalisé La Loi de Téhéran et Leila et ses frères, une chronique familiale. Alors, c'est un jeune réalisateur né en 89, je vais être très très court. Et il faut être un peu enfant pour le voir, parce qu'il y a quand même une histoire de mort d'enfant. Et si vous voulez voir de l'intérieur ce qu'est une famille iranienne, les contradictions au sein de la société, les mariages temporaires, la précarité... c'est un film qui a été fait avec l'aval du régime, mais qui n'est pas du tout apologétique. Et c'est vraiment passionnant et magnifique. Et c'est 2h15 qui passent très très vite, si vous le trouvez encore dans les salles. Le grand cinéma iranien, puisqu'il y a une très belle production iranienne en matière de cinéma. Rodolphe Carte, L'œil d'éléphant. Moi, il sera plutôt négatif. C'est le lancement de la candidature de Monsieur Attal, que j'ai trouvé absolument lamentable. C'est d'ailleurs intéressant de voir que moins on a de pouvoir politique en France, plus on a de pouvoir communicationnel. Je ne reproche pas de faire de la communication, il faut en faire. On sait que pour un président, le passage par Paris Match est un passage obligé. Mais par contre, ce qui m'a peut-être le plus dérangé, c'est à quel point... il faisait prévaloir son orientation sexuelle, quelque part, ça le regarde, qu'importe, et à quel point il déballait aussi sa vie parentale, ou en tout cas familiale. Et moi, là-dessus, j'ai une petite décence encore, et je trouve que cette manière de se répandre était assez immorale et indécente. Oh oui, le monde politique est de moins en moins décent, c'est une certitude. Merci à tous les deux, merci Rodolphe Carte, merci Daoud Bouguezala. Merci François. Merci bien entendu à tous les auditeurs qui nous suivent, et merci à la technique et bien entendu à Radio Courtoisie qui reste plus que jamais libre et indépendante. Très belle journée à vous tous. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire,
au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.